Alors, j'en ai parlé à de très nombreuses reprises, surtout avec la vidéo de Chrétien de Troyes. Il est un personnage universellement connu. Il s'agit de Arthur, le roi Arthur. Et la table ronde, Camelot, Morgane, Merlin, tout le monde connaît cette histoire du roi Arthur. On pourrait imaginer, enfin on pourrait se dire, mais il y a trop de légendes qui tournent autour de lui. Impossible, cet homme n'a jamais existé. Eh bien si, le roi Arthur a existé et c'était même un Français. Enfin, il se situait donc en Grande-Bretagne. Et qu'est-ce que c'était la Grande-Bretagne? La Bretagne, tout simplement. Vraiment la pointe extrême de la France, une période de l'époque de France très troublée, où vraiment on n'était pas encore en France, on était en Gaule romaine, c'était la fin de la Gaule romaine. Alors en France, il y avait un monde fou, il y avait les Romains qui finissaient de partir, il y avait les Vandales, les Germains, les barbares, les Francs qui sont arrivés. Alors les Francs c'était les plus mauvais de tous, ils ont pillé, tué, rené, volé, et puis finalement ils se sont bien implantés, ils ont bien réussi, puisque c'est nous les Français. Voilà, les Francs, les Français. Alors je vais essayer donc de m'intéresser à ce fameux roi Arthur, qui n'était autre que, en fait, Arthur, hein, c'était le roi Arthur, qui donc avait beaucoup de mal à défendre sa contrée de Grande-Bretagne. Et il a quand même essayé de lutter donc, contre toute cette barbarie, et c'est justement parce qu'il avait pacifié pas mal des chefs autour de lui, qui ravageaient les campagnes, qu'il les a mis autour d'une table ronde pour que tout le monde puisse participer, qu'il n'y ait pas de jaloux, et voilà comment est née la fameuse légende de la table ronde. Alors, est-ce que vraiment il y a des choses qui appartiennent à la légende qui sont exactes ou bien non? Je vais essayer de me concentrer sur un personnage que vous pouvez vous-même imaginer. C'est pas évident parce que ça remonte au 6e siècle. Hein. Au 6e siècle, on est très loin en arrière. Alors, je me concentre sur le roi Arthur et ses chevaliers. La chevalerie a été créée, on a codifié des codes uniquement pour un peu temporiser, calmer, encadrer tous ces seigneurs, tous ces chefs de bande qui ravageaient donc la France et puis surtout la Grande-Bretagne pour commencer. Alors j'essaie d'imaginer un roi qui aurait cheveux longs, la barbe, qui aurait une épée, qui serait habillé, c'est un peu rustre, c'est un homme un peu rustre, mais alors un homme, baroudeur, le sait ça, hein, un homme très rustre, mais avec cheveux blonds roux quand même, hein, très costaud, un homme solide, un homme épais, style bûcheron, un homme qui avait une barbe énorme, épaisse, des cheveux longs, et un homme qui aimait la bonne chair, qui avait une grosse panse, et qui aimait bien manger, et qui avait des petits yeux malins, des petits yeux de grosses lèvres. Voilà, je vois ses lèvres, elles sont très grosses, elles sont charnues, elles sont comme quelqu'un qui était un bon vivant et paillard, comme on disait, voilà, hein, on dit carpe diem, mais bon, il a bien aimé la vie, il en a bien profité. Et donc, à partir de 45-50 ans, ben, il mangeait, il s'empiffrait, il buvait beaucoup, c'était vraiment presque une caricature de personnage, truculent, paillard, un français, quoi, voilà, le premier franc, quoi. Et c'était ça. Et il aimait la bonne chair, il aimait les filles, et alors surtout il lui fallait très liane, très grande, mince et très fine, brune, parce qu'il aimait les brunes, lui, hein, il préférait les brunes, et surtout pas farouche, et puis assez élégante si possible. Donc voilà quel était le roi Arthur, qui à la fin de sa vie, 45-50 ans, aimait la bonne chair, et donc Et alors à cette époque-là, on pouvait commencer à voir arriver une religion qui de plus en plus chassait les druides, chassait les faux dieux, et vous en avez entendu parler, c'est la religion chrétienne, la religion catholique, qui petit à petit était réussie à remonter jusqu'en Bretagne. Et donc
les couvents, puisque ça commençait les gens à se rassembler. C'était l'endroit où il y avait le vin. C'est pour ça que le roi Arthur, il était toujours dans un endroit où il y avait un groupement de ces gens païens, enfin pas païens, c'était lui le païen, de la nouvelle religion, et c'est eux qui faisaient le vin, et donc il était toujours assis sur un tonneau en train de boire du vin et de chanter à tue-tête. Et bien sûr, il faisait suivre tous ses copains qui étaient de la table ronde, et il y avait de ces beuveries époustouflantes et inimaginables. Et de temps en temps, il y avait une petite cloche qui essayait de tenter pour dire que il fallait faire la messe. Mais à l'époque, ce n'était pas la messe d'aujourd'hui, vous comprenez bien. Même si vous pourriez croire qu'elle était en latin, c'était du latin, mais ce n'était pas du tout la même cérémonie que nous connaissons. Et donc, voilà comment il vivait vers les 45-50 ans, puisqu'il a dû mourir à peu près, pas tout à fait à ses 50 ans, cet homme. Voilà, il était bien Rubicon, il s'imaginait le Père Noël, au lieu de l'habiller en rouge, habillez-le comme un Gaulois, et vous avez tout à fait le roi Arthur. Bon, mais comment il était quand il était jeune? Eh bien, quand il était jeune, il était un peu plus élancé, bien évidemment, il était bien gros. Je le vois, il a 18 ou 20 ans, et il est sur raide, maigre, alors vraiment très maigre, et il se tient très droit sur son cheval, parce que comme il n'était pas vraiment grand, il se tenait très droit pour faire un plus grand sur son cheval. Il était toujours avec un compagnon, ou deux compagnons, et il était austère, il ne s'amusait pas, il ne rigolait pas, il était toujours en train de surveiller, parce qu'il y avait souvent des guet-apens, et il fallait défendre chèrement sa vie, et voilà comment était le roi, enfin Arthur, avant qu'il soit vraiment le roi, c'était peut-être le prince de l'époque. Et il était toujours avec 2 ou 3 compagnons, et par Mont et par Vaux, autour de son château, enfin de la vieille espèce de grosse, je sais pas, oui, c'était une masure écroulée, quoi, un truc énorme, une grosse bastide, un peu encastrée dans la terre, et c'était la maison familiale en quelque sorte. Et je crois qu'il avait un frère, oui, il avait un frère plus jeune, Arthur, et donc c'était la famille, il y avait maman, il y avait le frère plus jeune qui devait avoir à peu près 4 ans de moins que lui, facile, et donc ce prince qui deviendra Artus, qui deviendra le roi Arthur, et qui était toujours par Mont et par Vaux. Alors bien sûr il cheminait à cheval, hein, bien sûr, tout le long de la lande de Bretagne, là c'était vraiment sauvage, il y avait toujours du vent, il faisait froid, de la pluie, et lui il passait, il n'était pas dérangé par le froid, la pluie et tout ça, il était toujours obsédé, et il partait en courant pour se battre, c'était voilà, chasser les ennemis et combattre tous ceux qui dérangeaient dans son petit fief. Il voulait à tout prix pacifier, il y en avait assez des coins où on s'entretuait, où on tuait les paysans qui crevaient de faim sur leur bout de terre. En plus, il y avait des étrangers, des vandales, des barbares qui venaient massacrer, piller, ruiner, violer les femmes. Et lui, c'était pas possible. Et petit à petit, il a commencé, il était parti, ils n'étaient que 2 ou 3, et puis des gens qui lui tenaient de très près, des nobles qui seront des nobles plus tard. Mais petit à petit, les paysans l'ont suivi, et c'est devenu une armée. Après, ils n'étaient pas si nombreux que ça, ils étaient 200, au début 200, et puis après ça a grossi, il est arrivé à avoir une armée à peu près de 2000. 2000, et alors ils avaient tous des piques, hein, ils se battaient comme ça, avec des piques. Il n'y avait pas de fusil à l'époque, c'était des piques. Artus, il avait une épée, et il y avait surtout des lances, quoi. Hein, on faisait une lance avec une sorte de poignard, de couteau au bout, là. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore comme arme? Pas grand-chose, des haches, voilà, des haches, il y a beaucoup de haches, et des piques, des lances. Voilà. C'était comme ça que ça se passait pour guerroyer, pour se battre. Et il y avait beaucoup de sangliers dans cette forêt, il y avait beaucoup de sangliers. Il mangeait quoi, Arthur?
Il mangeait beaucoup de sanglier, des champignons, des oignons, des sortes d'échalotes, des oignons sauvages. Il mangeait beaucoup de noisettes, il mangeait des poules, il mangeait des coqs, des poules, il mangeait des dindes sauvages. Ça, c'était le menu du roi, enfin du futur roi, quoi, du prince Arthur. Qu'est-ce qu'il avait encore? Il avait 2 femmes. Oui, oui, il avait 2 femmes, pas une mais 2. Il avait 2 femmes, donc il y avait son frère, 2 femmes, il avait une sœur, je crois. Voilà, alors une sœur qui avait une grosse masse de cheveux, pas trop brun, mais châtain plus foncé que lui, elle était, elle. Et son frère, je crois qu'il n'a pas vécu, hein, il n'a pas survécu. C'est surtout sa sœur qui l'a vécu et qui a vécu et donc qui a beaucoup accompagné Artus. Voilà. Et il avait donc un autre compagnon qui était aussi grand et maigre que lui, et ils s'en allaient souvent tous les deux un chemin, et ils traversaient les contrées, les villages, et il essayait d'arranger, d'administrer son fief, quoi, son domaine, quoi, qui était de plus en plus grand, puisqu'il agrandissait au fur et à mesure, qu'il soumettait les chefs de bande et qu'il les mettait qu'il les embarquait dans son équipe à lui, quoi, voilà. Et bien sûr, il y a des noms, le Horst, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin, la troupe là, hein, des soldats. Et voilà, alors Artus, quand il était. Après, il a surtout guerroyé de 18 à 22, 23 ans. Hein. Après, c'était épisodique. Hein. Et donc, c'est vrai qu'il s'en allait loin, très très loin. Il passait même de l'autre côté, en Angleterre, pour aller se battre contre les. Je ne sais pas si c'était les Vikings, enfin, des ennemis qui arrivaient comme ça, sauvages, et qui voulaient s'emparer de la richesse des villages. Et donc, jusque vers les 23-24 ans, il a vraiment beaucoup couru la lande pour essayer de pacifier son pays, quoi, son fief. Et il a sans doute fait ce fameux château de Camelot, hein, mais je ne suis pas sûre que ce château, c'était pas vraiment c'était en haut d'une montagne, c'était très fortifié. C'est une ville, quoi, qu'il a fait, hein, mais c'était pas en France, ça. Je crois qu'il était passé de l'autre côté il était parti en Angleterre, enfin en Bretagne, quoi, en Grande-Bretagne, quoi. Pas en Bretagne, mais en Angleterre. Combattre les Saxons et tout ça, quoi. Voilà. Il y a eu vraiment beaucoup de bagarres, il y a beaucoup de batailles, il y a beaucoup de morts. Et puis finalement, comment il s'était retrouvé roi d'Angleterre, toujours dit que, étant donné qu'il a construit son château Camelot en Angleterre, il était le roi, couronné le roi d'Angleterre. Mais au début, c'était bien un Français quand même, la Bretagne, tout ça. On peut dire que la Bretagne et l'Angleterre, c'était quand même pratiquement le même pays. Il y avait la mer, bien sûr, qui séparait ces deux contrées-là, mais c'était vraiment de la même nation, entre guillemets, quelque part. Voilà pourquoi ils se ressemblent tant, les joueurs de cornemuse d'un pays et de l'autre côté de la mer. Voilà comment était le roi Arthur. Et alors, il avait 2 femmes, comme j'ai dit. Il a eu 2 garçons et je ne sais pas combien de filles. C'était joli, les filles. Hein, il y en avait une qui était musicienne. Elle a beaucoup joué de la harpe et faisait beaucoup de musique. Et puis elle avait un don avec les pigeons, les alouettes, les pigeons, les oiseaux. Quoi. Voilà, ça c'était les filles du roi Arthur et qui étaient sa préférée. Et les 2 garçons, il y en avait 2 surtout qui étaient comme lui. Hein. Il va y en avoir d'autres garçons, mais ce que je vois, il y en a 2 qui étaient toujours en train de suivre leur père et ils étaient comme lui, quoi. Voilà, batailleurs et tout ça.
Mais bon, il a essayé donc de codifier un peu la camaraderie qu'il avait de tous ces princes, faux princes, là, chefs de bande là, et tout ça qu'il avait fédéré, qu'il avait mis autour de la table ronde. Il a fait une sorte de code de chevalerie pour exalter les bons sentiments des gens, parce que c'était vraiment des sauvages, c'était violent, quoi. C'était vraiment le haut Moyen-Âge. Quand on appelle au Moyen-Âge, c'était juste avant 1000, toutes ces années entre 500 et 1000, où vraiment il y a eu énormément de batailles, de guerres, et de disputes et d'invasions. Les frontières n'étaient pas délimitées, hein. Alors, ils allaient se déporter d'un pays à l'autre pour piller, ruiner, violer quand ils avaient... c'est ça qu'on appelait les invasions, quoi. Voilà. Et en fait, c'était sans arrêt que ces gens étaient en guerre, en train de se battre et de se défendre pour lutter contre des ennemis qui étaient toujours en train de venir essayer de leur prendre le peu qu'ils avaient. Et donc les nobles bataillaient, s'empiffraient, récupéraient l'argent et violaient et tuaient. Et les pauvres, c'était le peuple, lui il crevait sur son champ et en grattant la terre pour récupérer quelques patates. Et il n'y avait pas vraiment de... Bon, il y avait des bourgades qui étaient un peu protégées par des murailles, et là il y avait des marchands, enfin, des fabricants de tissus, des tisserands comme on appelait. C'était à peu près tous les habitants des villes, quoi. Voilà, quelques-uns, hein. Il y avait aussi quelques bibliothécaires, vous savez, qui écrivent dans les parchemins, qui relataient les choses, quoi, qui se passaient. Bon, c'était la calligraphie qui commençait, qui débutait encore sur des pots de la paille. Il n'y avait pas trop de papier de chiffon. C'est ça, les musulmans qui inventaient le papier de chiffon, et la Chine qui inventait la calligraphie. C'est une succession dans l'histoire qui fait que ça se passait comme ça, quoi.